quand tu arrives, tu as tes diplômes du pays. Tu n'as pas tes diplômes québécois, canadiens. À ce moment-là, souvent, tu as le parcours retour sur les bancs de l'école. Oui. Il faut retourner à l'école, il faut faire autre chose ou la même chose, dépendamment. Donc, tu te retrouves à avoir un cheminement un petit peu plus long. La réussite des immigrants au Canada commence à la 2e génération. Qu'est-ce que tu en penses? Le salariat a un côté quand même assez confortable. On peut avoir un bon équilibre vie personnelle, vie professionnelle quand on est employé parce que c'est sûr qu'on a des heures de début, de fin pour la plupart des emplois. Là, il y en a peut-être où ça déborde un peu, mais on sait ce qu'on doit faire. On n'a pas nécessairement le stress d'aller tout le temps chercher des clients pour avoir cette entrée d'argent, parce qu'il faut le dire, hein. Si tu es dans une entreprise aujourd'hui et que tu détestes ce que tu fais, mais ce n'est pas une raison pour démissionner. Je suis désolé. La vraie vie est difficile. Tout à fait. Lève-toi le matin, va travailler, fais ton travail correctement comme il faut. Mais quand tu rentres chez toi le soir, au lieu d'aller faire Netflix, assieds-toi pendant 2 heures et travaille sur ton big. Ton projet. C'est vrai. Bonjour à tous et bienvenue dans Impact, le podcast qui met en lumière les parcours inspirants des immigrants au Canada. Aujourd'hui, on reçoit Nora Julieno, qui est une femme immigrante au Canada, entrepreneur qui y vit depuis plusieurs années et elle va nous livrer de la matière pertinente pour notre cheminement. Bonjour Nora et bienvenue dans Impact. Bonjour Ted, merci de ton invitation. Ça fait plaisir. Donc, comme tu sais, le podcast, c'est vraiment une discussion interactive entre toi et moi, avec l'idée là de partager ton expérience, ton expertise et aussi tes domaines d'intérêt. Donc, l'émission est organisée en 3 épisodes, en 3 parties. La première partie, c'est vraiment pour parler un peu plus de toi, ton cheminement, ton parcours éducatif. La deuxième partie, c'est vraiment pour parler de ce que tu fais concrètement au quotidien en termes d'activité. Et dans la dernière partie, on va essayer d'aller discuter un petit peu plus de façon, je vais dire peut-être philosophique, sur les questions de notre société d'aujourd'hui, notamment sur la question de l'immigration. C'est bon? Parfait. OK. Donc, la première question pour toi, ça serait juste de te présenter, de nous dire un peu qui tu es, depuis combien de temps tu vis au Canada et à quelle génération d'immigrants est-ce que tu appartiens? Parfait. Alors, je suis Nora. Mon nom, c'est Julieno. Donc, je suis martiniquaise. Je suis au Canada depuis 14 ans. Donc, juste pour vous situer un petit peu, là, la Martinique, c'est dans les Caraïbes. On est une île française. Donc, quand on est en Martinique, on est en territoire français. Ouais. Et donc, j'ai décidé d'immigrer au Canada de façon tout à fait volontaire, on pourrait dire ça. Okay. Je t'explique, c'est que c'était, si tu veux, un choix d'aller étudier ailleurs. Donc, on est en Martinique, on a fini nos études en licence. À ce moment-là, on se dit, quoi faire? J'ai fait une école commerciale, une école d'études commerciales. Et puis, je me suis dit, qu'est-ce que je fais après? Parce que je n'ai pas nécessairement envie d'aller en France. En même temps, je ne connaissais pas vraiment la destination Canada, Québec, etc. Et c'est au cours d'une conférence qui a eu lieu dans une université en Martinique que finalement, j'ai décidé de partir au Québec. Donc, je suis arrivée il y a 14 ans, maintenant, en 2010. Et donc, j'ai étudié d'abord et puis après ça, j'ai travaillé. Super, 14 ans, c'est beaucoup. Première génération, j'ai personne ici. Hein. Personne alors, j'ai mes 2 frères qui sont plus jeunes que moi, mais mes parents vivent encore en Martinique. Ok, en fait, tu es la première personne de ta famille là, à arriver au Canada. 14 ans, c'est beaucoup, c'est 14 hivers. Oui. C'était comment? C'était pas trop dur, les 14 ans? Tout le monde parle de l'hiver au Canada. C'était quoi sur cette question-là? C'était comment pour toi? L'hiver, écoute, je n'avais jamais vu la neige. Donc, je suis arrivée en août 2010 et moi, je me suis dit, je veux voir la neige. Je ne l'ai jamais vue, je ne l'ai même jamais touchée. Tu vois? Donc, l'idée pour moi, c'était déjà de découvrir. Donc, j'anticipais pas vraiment le froid. J'anticipais plus, comment j'allais m'en sortir, tu vois, au quotidien. Finalement, on m'a conseillé, j'ai eu le temps d'arriver en été, donc de me préparer tranquillement. On a cheminé vers l'hiver. Puis on m'a dit, écoute Nora, il faut que tu te prépares. Il faut que tu achètes des bons équipements, bons manteaux, bonnes bottes, des gants, des tuques, des bonnets, bref, toutes sortes de noms. Donc j'ai acheté la totale. Je me suis préparée.
finalement, c'était pas si difficile que ça. Ok. Ça va. Je comprends. Ouais. Mais moi, ça fait presque 10 hivers que je suis au Canada. Là. Je oui. m'y fais pas. Tu t'y fais pas? Non, ça reste difficile pareil. J'aime bien être au chaud à l'intérieur que le dehors fait. Mais bon, en tout cas, c'est super. L'autre chose que je voulais savoir, du point de vue immigration, tu es arrivée au Canada comme étudiante, comme immigrante, avec quel statut? Parce que là, tu parlais de venir pour étudier, mais c'est quel statut qui t'a amenée au Canada? C'est ça, je suis venue comme étudiante. Ok. Oui, donc si tu veux, en tant qu'étudiante française, les démarches étaient, j'ai trouvé, quand même assez fastidieuses. C'est beaucoup de paperasse, il faut réfléchir, voilà, il faut aller sur le site du gouvernement, etc. Donc, je suis arrivée en tant qu'étudiante, oui, au départ. Ouais. Mais est-ce que un peu plus dans cette catégorie-là, est-ce que tu trouves qu'il y a des différences majeures entre la façon que ça se faisait il y a 14 ans, les démarches d'immigration étudiante, et c'est ce que ça fait, comment ça se fait aujourd'hui, là, en 2024? Est-ce que tu trouves qu'il y a une évolution, une différence, et c'est quoi un peu ton input par rapport à ça? Effectivement, alors j'ai été des deux côtés. Quand je suis arrivée, j'étais du côté où c'est moi qui présentais mon dossier d'immigration. Donc, je l'ai fait de A à Z. Maintenant, je suis de l'autre côté. Je suis un professionnel en immigration, donc c'est moi qui aide les gens à le faire. Sensiblement, ça n'a pas changé tant que ça. J'ai trouvé que les démarches se sont alourdies un petit peu. Tu vois, on te demande plus de paperasse, on te demande de prouver un montant d'argent qui est plus important qu'avant. Tu vois, il y a quand même des différences, mais sensiblement, c'est ça. Ça reste la même chose. Ouais. Je comprends. Super. Maintenant, est-ce qu'on peut parler un petit peu de ton parcours éducatif académique? Là, tu parlais justement de quitter la Martinique pour venir étudier au Canada. Oui. Qu'est-ce que tu as décidé de faire et c'est quoi le cheminement justement éducatif que tu as eu en arrivant ici? Écoute, très sincèrement, j'ai fini ma licence commerce-gestion. Donc, en fait, c'est un programme qui prépare à être entrepreneur, à ouvrir son entreprise. On te donne vraiment les rudiments de la gestion d'entreprise. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais après ça? J'ai l'impression d'avoir complété tout ce que je pouvais faire. J'ai cherché par choix éliminatoire, je te promets. Hein, j'ai regardé les programmes d'université qui existaient, puis j'ai vu un programme qui semblait intéressant. J'ai étudié en responsabilité sociale. J'ai fait une maîtrise en stratégie, responsabilité sociale et développement durable. Ça n'a rien à voir avec mon métier actuel. En fait, juste pour expliquer, c'est le côté social du développement durable. C'est ça, en fait, une maîtrise en responsabilité sociale. Mais très sincèrement, je l'ai passé, puis j'ai eu de très bons résultats, j'étais contente, mais ce n'était pas nécessairement le domaine dans lequel je voulais aller travailler. Ça faisait beau sur le papier, mais en réalité, trouver un emploi dans ce domaine-là, à l'époque, en 2012, 2013, j'ai gradué 2012, c'était assez challengeant. Donc finalement, je suis partie dans autre chose. Ouais. Ok. Mais déjà intéressant parce que souvent les gens n'imaginent même pas qu'il y a ce genre de programme qui existe là. Donc c'est bien de savoir que ce genre de choses est possible. Pour les personnes qui sont passionnées, je sais pas, de stratégie ou de développement durable. C'est ça le vent en poupe en ce moment. Et sachez que c'est possible là, de venir au Canada étudier dans ce secteur. Mais maintenant, quand tu as décidé de changer, qu'est-ce que tu as fait? Ouais. Alors j'ai décidé de changer parce que je voulais absolument me lancer en entrepreneuriat. Et pour ça, j'étais obligée de retourner sur les bancs de l'école. Avec ma maîtrise, je n'étais absolument pas dans le domaine. Donc, actuellement, je suis consultante en immigration. Et à l'époque, pour pouvoir devenir consultante, il fallait faire une formation. Il fallait compléter donc, ses diplômes avec une attestation d'études collégiales. Donc, je suis retournée sur les bancs de l'école pour faire un AEC. Ça me permet de faire une petite parenthèse pour les personnes qui nous regardent. Il ne faut pas avoir peur, là, on a fait une licence ou bien on a fait une maîtrise dans son pays d'origine. Il se peut qu'on ait à retourner sur les bancs de l'école pour faire autre chose qui soit un peu en dessous, entre guillemets, de ce qu'on avait fait initialement. Il ne faut pas avoir peur de le faire parce que c'est actuellement, ce n'est pas avec ma maîtrise que je travaille là, c'est avec mon AEC. L'AEC, c'est 1 an. C'était dans une filière collégiale. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je comprends. Mais ce que tu dis est tellement pertinent. Ce que je dis souvent aux gens quand je travaille avec eux, c'est que on ne va pas à l'école pour le diplôme ou pour le nombre d'années. On va à l'école pour la compétence. Lorsque tu veux exercer dans un secteur, que tu aies une maîtrise ou un doctorat, pose-toi la question, est-ce que j'ai la compétence qu'il faut pour exercer dans ce secteur? Si la réponse est oui, dans ce cas, vas-y avec ton doctorat ou ta maîtrise, il n'y a pas de problème. Mais si la réponse est non, et que c'est un DEP ou un AEC qui t'apporte la compétence, va faire cette formation pour avoir la compétence qu'il faut. Parce que c'est de ça qu'il est question. Et je te rejoins totalement. Et beaucoup d'immigrants, quand ils arrivent, c'est non, mais je ne veux pas perdre 4 ans d'études, je ne veux pas perdre 5 ans d'études. Ça n'a pas rapport du tout. Je me fais une réflexion par rapport à ce que tu me dis. Parce que j'ai quand même plusieurs cas qui sont similaires.
Oui. Tu parles d'entrepreneuriat et tu dis que finalement, tu travailles avec ton AEC. J'ai ma petite hypothèse. Je vais te dire, tu vas me dire ce que tu en penses. Mon hypothèse, c'est que le fait d'avoir fait ta licence en commerce et gestion, par la suite, ton master, ta maîtrise en stratégie, c'est des mots-clés. Stratégie, développement durable, responsabilité sociale. C'est un package solide que tu vas d'abord emmagasiner. Par la suite, quand tu vas faire ton AEC, c'est une petite étoile que tu viens compléter au-dessus. Donc finalement, mon hypothèse, c'est qu'aujourd'hui, le fait d'être entrepreneur et de performer comme tu performes, c'est pas tant l'AEC exclusivement, mais c'est vraiment tout le bagage que tu as qui fait ça. C'est la réflexion que je me fais, je veux savoir ce que tu en penses. C'est vrai, parce que beaucoup de gens vont dire, ben, je suis entrepreneur, je veux être entrepreneur, je n'ai pas nécessairement besoin d'étudier, etc. Sauf que ce que je trouve intéressant dans les études, dans les hautes études, que ce soit mon programme de licence en premier puis maîtrise, ça m'a formé déjà à avoir une certaine discipline de travail. Parce que c'est sûr, on a beaucoup de travail quand on est en licence. C'était une licence quand même assez professionnelle. J'étais pas... à l'époque, assis dans des amphithéâtres, comme en France, où tu étudies. J'étais vraiment dans des petites classes avec des professionnels, des gens qui eux-mêmes sont déjà en affaires. Donc, c'était une école particulière. Première chose, donc ça m'a formée. Ça m'a donné cette rigueur, voilà, d'apprendre, de rester plusieurs heures à lire un même document, d'emmagasiner de l'information, de produire, de calculer, etc. En licence. En maîtrise, c'est la même chose, même si c'était un peu différent, c'était plus théorique parce qu'au Canada, voilà, la formation était beaucoup plus théorique, mais quand même, tu as cette rigueur que tu dois maintenir. Et quelque part, quand tu présentes tes travaux, c'est comme une forme de vente que tu fais auprès du client parce que finalement, tu dois séduire ton public, tu dois présenter ton projet, ton devoir, etc. Donc, les hautes études, je trouve quand même que ça prépare à cette vie d'entrepreneur. Ça donne une rigueur, en tout cas. Ok. Mais c'est une bonne chose. J'aime bien le fait de le souligner. Je le dis souvent aux nouveaux arrivants. Si tu viens avec un master du Sénégal et que tu décides d'aller faire un AEC, ça ne tient qu'à toi de valoriser ton master du Sénégal. Tu ne le perds pas. Non. Tu peux partir d'un AEC, mais suffisamment exploiter ton bagage antérieur pour le faire valoir dans la société et puis pour avancer. Donc, mais c'est ça, super, vraiment merci pour ça. Mais est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur ton parcours entrepreneurial justement? Parce que là, on est dans le côté professionnel, mais comment tu as démarré? Mais là, donc, j'imagine si je recadre, maîtrise en stratégie, responsabilité sociale, développement durable. Ensuite, tu vas faire ton AEC parce que tu sais au fond de toi que tu veux être entrepreneur. Oui, c'est vrai. Mais quand tu termines et que tu as ton diplôme, mais qu'est-ce qui se passe après? Après ça. Alors, juste pour faire court, là, après la maîtrise, j'ai travaillé pendant quelques années. C'est pas tout de suite que j'ai fait mon AEC. Donc, j'ai fait ma maîtrise, j'ai travaillé pendant quelques années. Je travaillais dans des grandes entreprises, des grands organismes, exemple, Chambre de commerce du Montréal métropolitain. J'ai travaillé là-bas pendant plusieurs années. Et c'est en étant là-bas que je me suis dit, l'idée continue de cheminer dans ma tête, j'ai envie d'être entrepreneur. Je n'ai pas nécessairement l'intérêt pour rester dans le salariat. Je cheminais, cette idée déjà, tu vois, germait déjà dans ma tête depuis plusieurs années. Donc, c'est en étant embauchée là-bas que je me suis dit, non, il faut vraiment que tu y ailles. Et c'était une bonne, mauvaise chose, on dira, parce qu'on était en pleine période Covid pendant ces années-là. Et je me suis dit, écoute, c'est le moment où jamais. C'est la période Covid, c'est une période plus ou moins creuse là, pour les travailleurs. La formation se passait en ligne, donc je me suis dit, allez, j'y vais. Donc, j'ai fait ma formation en accéléré. À l'époque, on pouvait faire ça en 1 an, donc je l'ai faite en accéléré. Et après la formation, tout de suite, j'ai pu passer les diplômes, les examens qu'il fallait, et puis ensuite créer mon entreprise avec mon associé. Donc, c'est un peu comme ça que c'est parti. Donc, j'avais déjà l'idée depuis plusieurs années. Mais c'est en étant dans le salariat que ça a confirmé cette idée de, bon, Nora, là, tu ne vas pas rester plusieurs années. Tu veux vraiment partir à ton compte. Puis c'est le moment. On était encore fin vingtaine, début trentaine. C'était le moment de le faire. Je comprends. Voilà. Pour nous, en tout cas. Mais c'est super. C'est une grosse question en ce moment. Et on peut parler de la question maintenant ou plus tard. Là, c'est salariat ou entrepreneuriat. Tellement de gens se posent cette question. Et tu vas justement avoir beaucoup de discours de c'est avec l'entrepreneuriat que tu peux réussir à te déployer vraiment, à évoluer. Tout ça. Je comprends que toi, ta position est tranchée. Là, c'est... Mais il y a en fait, ce sont des avantages et des inconvénients dans chaque situation. Le salariat a un côté quand même assez confortable. On peut avoir un bon équilibre vie personnelle, vie professionnelle quand on est employé parce que
Ben, c'est sûr qu'on a des heures de début, de fin pour la plupart des emplois. Là, il y en a peut-être où ça déborde un peu, mais on sait ce qu'on doit faire. On n'a pas nécessairement le stress d'aller tout le temps chercher des clients pour avoir cette entrée d'argent, parce qu'il faut le dire. Hein. Donc, il y a des points positifs et puis ça dépend de chacun. Ça dépend de la personnalité de chacun. Le salariat peut convenir à certaines personnes, puis c'est très bien. Par contre, l'entrepreneuriat, c'est sûr que ça offre des perspectives, comme par exemple la liberté financière. Moi, je trouve en tout cas, quand on a trouvé un bon créneau de clients, on a un bon produit, on a un bon service, on sait comment le promouvoir. Après ça, les profits qu'on peut générer sont, selon moi, plus intéressants, plus importants que dans le côté salariat où, voilà, même si vous avez un très, très bon salaire, mais ça va rester ce même salaire-là, à moins que vous ayez d'autres choses que vous fassiez à côté. Mais alors qu'en entrepreneuriat, tu sais, c'est fluctuant. Tu peux avoir des mois où c'est très bon, et des moments où c'est... Mais tu peux avoir, voilà, des montants qui sont beaucoup plus importants que si tu étais juste salarié. Et puis, c'est ça, cette liberté financière que je trouve intéressante. Je comprends. Il y en a qui disent que c'est peut-être plus un mode de vie, là, finalement, l'entrepreneuriat ou le salariat. Oui. Il y a une question que j'aime bien souvent poser aux gens par rapport dans ce débat-là, c'est le directeur de la Banque mondiale. C'est un employé, on s'entend. Oui. J'imagine qu'il a un gros salaire. Mais oui, c'est sûr. Mais finalement, est-ce que tu penses que, en termes de liberté financière, il n'y a pas moyen de le réaliser justement en allant viser de très gros postes dans de très grosses entreprises à très fort revenu? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui... je vais dire, c'est quoi un peu ton ressenti par rapport à ça? C'est certain, là. Écoute, tu es directeur de banque, tu es dans de hautes instances, on parle dans des grandes entreprises, tu as un poste stratégique, vraiment, c'est possible d'avoir cette liberté financière. C'est juste que d'accéder à ces postes-là, ça demande quand même de se battre. C'est juste que, alors c'est soit tu as plusieurs années dans cette même boîte, puis tu as grandi, puis voilà, tu accèdes à ces postes-là, ou sinon tu as vraiment une expertise très, très particulière, très pointue qui te permet de monter rapidement. Et la beauté du Canada, je trouve, hein, ça c'est mon opinion, mais je trouve qu'en tant que personne immigrante, j'ai senti dans tous mes emplois que j'avais cette possibilité d'évoluer rapidement. J'ai senti que si vraiment j'étais restée là-dedans, à l'heure qu'il est, j'aurais été, je pense, hein, soit chef d'une équipe ou directrice. C'était très, très, très accessible pour moi. Mais c'est certain qu'il faut travailler très dur. On ne fait pas de 9 à 5, là. On donne plus. On donne plus de soi-même. Mais on peut avoir cette liberté financière avec la situation de salariat, mais il faut quand même avoir un très bon salaire, selon moi. Voilà. Mais c'est possible. Ben oui, ben pour parler un petit peu plus du domaine de l'IT où moi je suis un peu, ben il y a effectivement de très gros salaires. Hein. Il y a des postes c'est quand tu prends un ingénieur en logiciel chez Google ou chez Facebook, c'est des gens qui vont faire facilement du 250 000, 300 000 l'année. Voilà. Ce sont de bons salaires, pourtant ça reste des employés. Mais comme tu dis, ça demande du travail. C'est pas des gens qui font du 9 à 5. Il faut pas avoir la prétention que quelqu'un qui a ce poste-là fait du 9 à 5. Non, c'est des gens qui vont travailler, qui vont carburer, qui vont passer des nuits de travail intensifs. C'est des gens qui vont prendre du coaching, du mentorat, de leadership pour monter. Fait c'est à la fin de la journée, moi, je pense qu'il n'y a pas de succès facile. Non. Tu peux réussir, que ce soit en entrepreneuriat ou avec le salariat, dans une démarche carriériste, mais ça va te demander de toutes les façons un certain niveau d'investissement personnel. C'est vrai. Le travail, là, c'est ce qui paie. Mais maintenant qu'on parle un petit peu plus de l'aspect professionnel, est-ce que tu peux nous présenter justement ton entreprise? Parfait. Alors, c'est Connexol Immigration, qui est un cabinet conseil. Nous sommes des consultants réglementés en immigration canadienne, donc on peut représenter à la fois des clients qui veulent s'installer au Québec ou hors Québec. Je prends le temps là de vous sensibiliser un petit peu. Là, c'est la minute de sensibilisation sur les consultants en immigration. C'est sûr que beaucoup de gens peuvent vous proposer de vous représenter dans des démarches d'immigration au Canada. Il faut faire attention si ces personnes sont réglementées ou pas. Comment on fait pour vérifier? C'est simple, on va sur le site du Collège de l'immigration, Citoyenneté Canada. On peut vérifier Collège de l'immigration. Si le consultant, la personne qui dit vous représenter, est inscrite là-bas, c'est qu'elle elle est réglementée. Sinon, vous avez aussi, côté Québec, le site web du MIFI, Ministère de l'immigration. Si le nom de la personne est là-bas, eh bien, c'est que c'est une personne enregistrée. Donc ça, c'était la minute de sensibilisation. On la referme, la parenthèse. Donc, Connexol Immigration, c'est un cabinet qui a bientôt 4 ans. Qui a été fondé donc il y a quelques années avec Chantal qui est mon associée, qui est à Toronto, on la salue. Et donc voilà, on a décidé, en tout cas après des échanges entre nous, après des sollicitations, on sollicitait Chantal, on me sollicitait moi
pour accompagner les gens venir au Canada. Ça, c'était à l'époque, on n'était pas encore consultante. Chantal a eu pas mal de déboires côté immigration. Elle a eu plusieurs refus. Et moi, j'ai trouvé ça super lourd, les démarches d'immigration, même à l'époque, en tant qu'étudiante. Je l'ai fait toute seule à l'époque, puis j'étais beaucoup de paperasse, j'étais perdue. Donc, c'est en discutant avec Chantal, de fil en aiguille, on s'est dit, ben, ça peut être un super projet, là, qu'on mette en place un cabinet qu'on étudie, etc. Et puis Chantal et moi, on n'a pas froid aux yeux. Là, le travail ne nous fait pas peur. Donc, on s'est dit, même s'il faut retourner sur les bancs de l'école, on le fait. Et c'est comme ça qu'est né Connexol Immigration. Donc, on a fait toutes les deux l'AEC en même temps. Donc, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait ce soutien mutuel. Chantal qui étudiait à Toronto, moi à Montréal. Puis, on échangeait. Une fois qu'on a gradué, une fois qu'on a eu nos diplômes, à ce moment-là, on a passé les examens aussi ensemble, presque au même moment. Et donc, depuis ça, on a créé Connexol, puis on a commencé, voilà, à offrir nos services à toutes les personnes qui veulent immigrer au Canada. Super. Mais moi, c'est quelque chose que je voudrais quand même essayer de clarifier. Là, quand on parle beaucoup d'immigration, j'en parle souvent aussi beaucoup sur la chaîne, c'est le consultant en immigration est la personne qui accompagne. Mais c'est le consultant en immigration qui t'accompagne. Ouais. Moi, ce que j'aime particulièrement là avec Connexal, c'est justement le fait que vous allez être les personnes qui accompagnent les clients. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a beaucoup de cabinets, on va se dire la vérité. Oui. Il y a beaucoup de cabinets où le consultant, c'est l'image pour entrer des clients. Oui. C'est une grosse pancarte avec consultant réglementé en immigration canadienne. Mais lorsque vous entrez, c'est du personnel administratif qui fait votre procédure de A à Z. Le consultant n'a jamais pris le temps de parler avec vous, de savoir qu'est-ce qui va être bien pour vous. Et ça, comme je dis encore, c'est vraiment un package global. Parce que ton expérience à la fois en entreprise, ton expérience d'études et le fait d'être accrédité en immigration, c'est ça qui fait que tu peux offrir ce service de qualité vraiment aux gens. Donc, pour ceux qui sont intéressés, Connexal. Mais comment on fait pour te contacter? Alors, on a justement notre site web. C'est la plateforme dédiée vraiment pour ça. Comment ça fonctionne? C'est parce que beaucoup de gens, effectivement, veulent immigrer de partout dans le monde. Il existe près d'une centaine de programmes d'immigration. C'est énorme. Ce qu'on dit aux personnes, c'est, écoutez, prenez rendez-vous avec nous. Okay? Prenez une consultation sur notre site web connexolimmigration.com. À ce moment-là, une fois que la consultation est prise, nous, on va vraiment faire une analyse détaillée du profil du candidat. Du point de vue de l'immigration, quels seraient les programmes d'immigration qui pourraient avoir le plus de chances de succès dans une démarche. Et puis à ce moment-là, si le client est satisfait, à ce moment-là, on peut aller à la deuxième étape qui est prendre en charge le dossier et présenter la demande sur nos plateformes. Donc, sur des plateformes spécifiques des consultants, on peut vraiment présenter la demande pour le client et puis attendre la réponse. Et puis vraiment, il y a tout un accompagnement, il y a toute une démarche. Le consultant est... En tout cas, on le voit, le client, donc il nous côtoie assez souvent. Oui, c'est sûr qu'on a une équipe. On a une équipe d'adjointes administratives qui apportent un très, très gros support, puis qui peuvent aussi avoir des échanges avec les clients, c'est certain, mais on reste présente. Exactement. Ben, c'est ça la partie la plus importante, en fait. C'est ça le service de qualité. Ouais. J'avais une question qui me taraude l'esprit. Ça fait un moment que je pense à ça. Connexol, ça signifie quoi? Connexol, en fait, c'est... le fait de connecter... En fait, on a tellement réfléchi avec Chantal sur ce nom-là. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on veut faire? L'idée, là, c'était au départ, OK, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est quoi Connexol? C'est quoi notre projet? Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut amener les gens au Canada. On veut regrouper les gens. On veut connecter avec les gens. Donc, c'est pour ça l'idée de Connexol, connexion. Connexion. Et all, en anglais, ça veut dire tout le monde. Oh, wow! Donc, connexion avec tout le monde, Connex all. On a fait la contraction, mais je te promets, c'était un exercice, elle et moi. Je pense qu'on a dû prendre 30 minutes. Non, ça n'avait pas été très long. Peut-être 30 minutes ou 1 heure où on faisait un brainstorming comme ça avec Connect All, peu importe, Connex Canada. On a trouvé toutes sortes de noms. Finalement, c'est Connex All Immigration qui... voilà. Quand tu parles, ça me fait penser à Wiki, justement. Oui. Parce que Wiki signifie réseau. Network. Network, OK. Et c'est pareil, j'étais parti dans plein de réflexions. Je voulais un truc qui était en lien avec connecter. Oui. J'ai pensé à réseau. Et là, je me suis dit, écoute, je vais aller traduire réseau. Donc, Wiki, en fait, c'est en zoulou. Ah, OK. Et ça vient c'est comme un diminutif, là, c'est Ineti Wiki, le mot original. J'ai juste pris la portion Wiki. Wiki, wow. C'est un peu la même idée. C'est toujours passionnant de voir un petit peu le process par lequel les gens sont passés pour avoir le nom de leur entreprise. Exact. OK, super. Mais si je te demandais de nous dire un peu c'est quoi la promesse de Connexol Immigration, justement, envers ces candidats?
C'est vraiment d'accompagner le client de A à Z. C'est vraiment ce sentiment d'être non seulement accompagné et puis d'être rassuré sur la démarche. Okay? C'est ce qui nous distingue, je pense. Genre, j'ai beaucoup de clients qui viennent me voir puis qui me disent, j'ai fait affaire avec un avocat, avec un consultant, puis je le vois jamais, je l'appelle, mais il répond jamais, ou bien je le vois vite fait, il me parle par WhatsApp. Mais nous, on a ce côté proximité avec le client, que ce soit nous, au début de la démarche, ou que ce soit nos adjointes qui travaillent avec le client pendant la démarche, et après, au moment de la soumission, on peut revoir le client. Donc, on a vraiment ce côté accompagnement et rassurer les gens. Parce que je me suis rendu compte que beaucoup de personnes ont besoin d'être rassurées, ont besoin de savoir qu'il y a quelqu'un là avec eux, et puis leur donne de l'information juste sur qu'est-ce que le Canada, à quoi je dois m'attendre, à quoi je dois me préparer. On va toujours donner des tips comme ça en plus aux gens, que ce soit sur l'intégration, l'accueil, etc. Ouais. Mais c'est intéressant. Oui. Je pense que c'est une belle promesse. Oui, et une vraie promesse. Et une vraie. Et une vraie promesse. Écoute, Nora, là, on a comme parlé de la partie professionnelle. Je voudrais qu'on aborde maintenant tout ce qui est questions un petit peu plus évoluées, on va dire comme ça. C'est ça. J'ai une liste de questions que j'ai préparées et puis je vais passer à travers toi. Je peux avoir ton avis pour élargir un petit peu la discussion. C'est bon. La première question, c'est pour une personne de même âge, je veux dire, je prends un Canadien, un Québécois, je prends un immigrant qui ont exactement le même âge, le même nombre d'années d'études, approximativement le même nombre d'années d'expérience, de travail, chacun dans leur pays respectif. Est-ce que tu dirais que l'immigrant qui arrive au Canada est en retard par rapport à son homologue canadien? En retard. En fait, c'est que une personne qui est native, on parle d'une personne qui est native du Québec, a un cheminement plutôt linéaire. OK? Les gens au Canada vont aller aussi, c'est ça, ils ont leur famille au Canada, ils sont nés au Canada, on fait primaire, secondaire, collégial, université, le chemin est linéaire, après ça on s'en va travailler. Une personne immigrante, déjà juste le fait d'immigrer, de venir, il y a déjà un certain nombre de temps qui s'écoule juste pour la procédure en tant que telle. Donc, oui, deux personnes qui ont les mêmes diplômes, une du Québec, déjà, celle qui est immigrante, il faut rajouter l'aspect, la portion immigration, le temps que ça a pris. En plus de ça, quand tu arrives, tu as tes diplômes du pays. Tu n'as pas tes diplômes québécois, canadiens. À ce moment-là, souvent, tu as le parcours retour sur les bancs de l'école. Oui. Il faut retourner à l'école, il faut faire autre chose ou la même chose, dépendamment. Donc, tu te retrouves à avoir un cheminement un petit peu plus long, tu vois. Tu réintègres soit ton domaine d'expertise ou un domaine différent. Donc, la personne qui est québécoise ou canadienne, qui n'a pas eu cette étape immigration, elle est, mettons, rendue à 30 ans, puis elle a déjà fait peut-être 7-8 ans de carrière, là. Alors que toi, tu as une trentaine d'années, mais tu es retourné sur les bancs d'école, etc. Donc, il y a déjà ça. Tu vois. Après, c'est sûr que niveau diplôme, j'avoue que nous, on aime beaucoup les gros diplômes. Donc, on va aller chercher là des maîtrises, des doctorats, des licences. Est-ce que c'est toujours nécessaire? Je ne sais pas. Là, je lance la question comme ça. OK. Ouais. Mais je prends la question. Mais est-ce que c'est toujours nécessaire? Pareil, comme toi, je ne saurais pas le dire. Je pense que le plus important, c'est de... En général, l'exercice que j'aime bien faire avec les gens, c'est de ne pas regarder la situation aujourd'hui. Mais dis-toi dans 5 ans, décris ce que tu veux dans 5 ans. Décris ce que tu veux dans 10 ans. Le toi de toi là dans 5 ans et dans 10 ans. Ne pense pas au chemin, à l'école, tout ça. Dessine cette personne-là. Dis, je veux ça. Est-ce que tu veux te marier? Oui. Veux-tu avoir des enfants? Oui. Combien d'argent je veux dans mon compte bancaire? Tu l'écris. C'est vrai. Profile cette personne. Et après, maintenant, demande-toi comment je fais pour arriver à cette personne. Exact. C'est un peu, ça peut paraître contre-intuitif pour des gens, mais c'est comme ça que tu fais des compromis. Exact. Parce qu'à la fin de la journée, si tu veux avoir $1 million dans 5 ans, être marié, avoir 3 enfants ou 4 enfants dans le même laps de temps, être évolué dans ta carrière, ce n'est peut-être pas très réaliste. Il faut que tu fasses des compromis, il faut que tu sacrifies quelque part. Oui. Et ça peut demander de retourner à l'école. Si c'est le cas, tant mieux. Tu le fais plus facilement parce que tu te dis, je le fais parce que j'ai un objectif à atteindre dans 5 ans. Mais si tu n'es pas nécessairement, si tu n'as pas défini d'objectif et que tu te dis simplement qu'il faut que tu ailles à l'école,
y a pas de motivation, il n'y a pas de justification. Tu le fais pourquoi? Tout à fait. C'est de cette manière que tu remets en question justement le fait de, comment on dit, je vais rétrograder, je vais perdre du temps. Tout à fait. Tout à fait. Fait que pour moi, ça dépend beaucoup de chaque personne. Il y a des personnes qui arrivent au Canada qui ne vont pas du tout à l'école, exact, qui très cherchent du travail, qui trouvent du travail directement dans un secteur qui est intéressant pour eux et qui évolue. Exact. Il y en a qui arrivent au Canada comme immigrants et qui font de l'entrepreneuriat directement parce que c'est ça qu'ils veulent faire. Oui. Et ils s'en sortent dans le système. Il y en a qui viennent et qui décident, ils arrivent même à 35 ans, mais qui font une carrière complète de 35 ans. L'espérance de vie au Canada, là, c'est dans les 80 ans. Exact. Quand tu arrives à 40 ans, il te reste encore 40 ans de vie. C'est beaucoup. Facile, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Tu as du temps pour faire tout ce que tu veux, en fait. C'est vrai. C'est vrai. Mais merci pour ta réponse pour cette question-là. Je sais qu'on a déjà parlé un petit peu de entrepreneuriat, salariat, tout ça. Pour toi, est-ce que tu dirais que l'entrepreneuriat, justement, c'est la stratégie ultime pour atteindre son épanouissement financier? Pas nécessairement, parce que tu as d'autres stratégies. Il y a des gens qui sont salariés, mais qui investissent. Qui investissent, par exemple, dans, je ne sais pas, je vais te donner des secteurs complètement que je ne maîtrise peut-être pas, mais par exemple, moi, tout ce qui est crypto-monnaie, des choses comme ça, il y a des gens qui investissent leur argent là-dedans, puis qui s'en sortent très bien. Avec mon associé, nous, on fait plutôt tout ce qui est immobilier. Donc, on investit en immobilier. Voilà, des immeubles à revenus, des choses comme ça. Donc, c'est une des stratégies. Donc, je dirais, il y a le salariat et puis il y a tout ce qu'on peut faire à côté. L'idée, là, c'est d'investir son argent. Quand on a un montant d'argent, qu'est-ce qu'on fait avec? On le place où? Ça peut être... c'est ça. Peu importe le projet, là, il y a d'autres façons d'atteindre une liberté financière tout en étant, oui, salarié. Mais, justement... quelqu'un qui vient d'arriver, qui a un petit peu de retard, comme tu dis, par rapport au système, par rapport à l'environnement et tout ça là, sur cette question d'investissement, d'entrepreneuriat, du salariat, quel serait le conseil que tu irais donner à cette personne spécifiquement? Alors, une personne qui vraiment n'a aucune idée de comment fonctionne l'entrepreneuriat, qui n'a même jamais eu d'entreprise dans sa vie, Parce que tu parlais tantôt des gens qui arrivent ici puis qui entreprennent, mais selon moi, une forte majorité, c'est des gens qui avaient déjà des entreprises dans leur pays. Exactement. Si on arrive ici puis qu'on avait le statut de salarié dans son pays, puis qu'on veut entreprendre, je me dis, étant donné qu'on n'a aucune expérience, c'est bien de commencer par un emploi de salarié, voir comment ça fonctionne, le système canadien, les collègues, les relations de travail, les relations avec les clients. Si vous êtes dans une entreprise, par exemple, vous faites du service à la clientèle, tu peux voir comment ça fonctionne avec les clients, comment tu peux vendre. Tu as des formations, tu as du coaching qui t'est offert en entreprise pour pouvoir performer. Tu vois, donc cette partie-là, formation, j'appellerais ça formation. Tu sais que ce n'est pas un objectif ultime. Puis après ça, une fois que tu as pris quelques années d'expérience, tu as vu un peu comment fonctionnent les Canadiens, les Québécois. Puis là, oui, tu as toutes les informations, tu t'es renseigné auprès de tous les organismes possibles, par exemple, pour obtenir du financement, etc., de l'accompagnement. Là, tu te lances en entrepreneuriat, effectivement. Ma vision, c'est d'y aller quand même avec une connaissance de notre milieu, parce que peu importe qu'on sorte du Cameroun, des Antilles, de la Russie, de la Chine, de l'Inde, les fonctionnements sont différents. Voilà. Je suis tellement d'accord avec toi. C'est incroyable. Ça me fait penser à ce que tu dis quand tu parles de service à la clientèle, c'est vrai. Tu vends plus facilement à quelqu'un que tu as de la capacité à comprendre. Oui. C'est un fait. Donc, il y a des personnes qui vont dire, OK, moi, je donne un exemple, moi, je vais faire du business Amazon, je vais faire du commerce en ligne. La raison pour laquelle tu vas voir des Français ou des Canadiens ou des Américains qui font du commerce en ligne sur Amazon et qui s'en sortent, qui réussissent à vendre, c'est parce qu'ils sont tellement baignés dans l'environnement qu'ils savent qu'est-ce qui fait que leur homologue clique pour acheter. Exact. Quand tu viens d'arriver, mais tu sais pas c'est quoi le Canadien moyen. Tu sais pas ce qu'il excite. Tu sais pas comment il fait pour réagir émotionnellement parlant, en fait. Tu n'es pas allé dans le moule. Tu n'es pas allé dans l'environnement de l'entreprise, apprendre comment ça marche. Mais tu vas faire du business là, tu vas le faire 5 ans, ça va pas marcher. Jamais. Ça va pas marcher, en fait. Non. Tu n'as pas appris, donc. Ben oui, 100% d'accord avec toi. Ça me fait penser à un livre, je pourrais le mettre dans la description en bas. Le titre du livre, c'est Think Big, Take Small Steps. C'est un docteur justement en psychologie qui parle beaucoup de carrière et qui dit aux gens, les gens sont beaucoup dans le rêve ultime d'être à leur propre compte. C'est pas une mauvaise chose.
Mais en réalité, tu vas pas sacrifier ton confort, ton bien-être, l'épanouissement de ta famille aujourd'hui parce que tu as un rêve qui est très grand à réaliser. Donc, sûr. ce qu'elle propose de faire, justement, c'est si tu es dans une entreprise aujourd'hui et que tu détestes ce que tu fais, mais c'est pas une raison pour démissionner. Je suis désolé. La vraie vie est difficile. Tout à fait. Tout à fait. Lève-toi le matin, va travailler, fais ton travail correctement comme il faut. Mais quand tu rentres chez toi le soir, au lieu d'aller faire Netflix, ben assieds-toi pendant 2 heures et travaille sur ton Ton projet. ton projet. C'est vrai. Ça prend du temps, ça prend de l'implication, ça prend de la motivation, de la détermination, mais c'est ça qu'il faut. La prétention de se dire que j'arrive, j'ai pas de repères, mais je vais créer une entreprise. Surtout si on n'a pas d'expérience dans son pays d'origine ou d'avant, c'est un peu délicat. J'ai une autre accroche que je vais te dire, tu vas me dire ce que tu en penses. Okay. La réussite des immigrants au Canada commence à la 2e génération. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, mon cas personnel, c'est que c'est la première, parce que moi, je suis toute seule ici. Ouais. Et quand même, je trouve que je suis satisfaite. Il n'est pas fini, là, mon parcours. Oui. Mais je suis très satisfaite. Ça dépend de la motivation de chacun. Mais je comprends ce que tu veux dire dans le sens où, 2e génération, je prends l'exemple de gens qui sont arrivés ici, il y a de cela plusieurs années, disons 10-20 ans, qui ont travaillé dur, qui ont travaillé dans... pas nécessairement dans des usines, mais dans des emplois, voilà, où c'était quand même difficile quand ils sont arrivés, après, qui ont cheminé, qui ont eu de meilleurs emplois, etc. Quand ils ont des enfants qui naissent au Canada, tu apportes un certain confort à ta famille, mais tu as déjà passé les étapes de difficulté de... Oui. Tu arrives, tu dois trouver un emploi, tu arrives dans un environnement qui n'a rien à voir avec ton pays d'origine, surtout quand tu sors du continent africain par exemple, ou d'un pays où il fait ultra chaud, et puis tu arrives au Canada, tu dois t'adapter. Bref, c'est sûr que ils vont, entre guillemets, un peu mâcher le travail pour leurs enfants. Okay? Les enfants qui vont naître ici, donc qui sont issus de la 2e génération, ils sont nés ici. Ils n'ont pas nécessairement toujours connu leurs parents au début, quand c'était difficile. Certains, oui, mais tu nais dans un autre environnement. Ouais. Donc, selon moi, effectivement, tu as toutes les cartes, tu as tous les éléments, OK, pour pouvoir réussir, pour pouvoir... Et c'est un peu plus facile, parce que tu as déjà l'étape de procédure d'immigration que tu n'as pas fait. Tout ce qui est au début pour s'intégrer, pour trouver de l'emploi, etc. Tout ça, là, tu n'as pas vécu. Si tu le vis, c'est une fois que tu as gradué, oui, tu t'en vas sur le marché du travail, et puis à ce moment-là, tu recherches un emploi. Mais ce déplacement-là, de partir de ton pays d'origine pour aller dans un tout nouveau pays, OK, faire les procédures, t'intégrer, savoir comment fonctionnent les gens, la culture, etc., tu ne l'as pas eu, tu nais déjà. Donc, je trouve qu'effectivement, ça aurait... En tout cas, logiquement, tu aurais une meilleure facilité si tu es issu de la 2e génération que de la première. Mais moi, je n'ai pas voulu du tout. J'ai voulu y aller tout de suite. Oui, je comprends. C'est ça. Mais c'est... Quand je pose la question, ça me fait penser à plusieurs familles d'immigrants, justement, que j'ai rencontrées. C'est des familles qui arrivent souvent proches de la quarantaine, avec 2 enfants, 3 enfants, qui ont quasiment fait une carrière dans leur pays et qui arrivent ici, mais malheureusement, ils n'ont plus la force psychologique, mentale, l'énergie, même physique, pour retourner faire le cheminement qu'il faut avant d'avancer. C'est vrai. Et il y a tellement de personnes que j'ai rencontrées dans cette situation qui me disent, moi, mon investissement, c'est mes enfants. Oui. J'ai l'impression que c'est une mentalité généralisée des gens. C'est moi là, je vais me sacrifier. J'ai pas besoin d'être heureux, mais je veux que mes enfants soient les leaders de demain au Canada. Tout à fait. Tout à fait. C'est bien, mais ce serait encore mieux que les parents... Et puis, je peux comprendre. Écoute, je peux comprendre qu'on soit à 35, 40 ans, puis qu'on n'ait peut-être pas cette énergie, mais j'aurais aimé justement qu'ils l'aient cette énergie-là, puis qu'ils l'insufflent à leurs enfants. Tu vois? Surtout le côté, que ce soit salarié ou entrepreneur, qu'on ait cette énergie, qu'on puisse insuffler à nos enfants pour qu'eux-mêmes puissent se déployer à leur plein potentiel. J'ai beaucoup de clients qui me le disent, je n'immigre pas pour moi. Moi, c'est comme s'ils se mettent derrière moi, c'est déjà fini. Ils se mettent de côté, j'immigre pour mes enfants, pour leur offrir une meilleure vie, pour leur offrir un meilleur cadre. L'aspect sécuritaire aussi revient souvent. Pour mes enfants, je veux être en sécurité, etc. Mais je trouve que, peu importe l'âge qu'on a, quand on a cette motivation, quand on a cette flamme,
Ouais. On peut entreprendre, on peut être salarié puis arriver à un niveau, on peut se réaliser, peu importe l'âge qu'on a, en tout cas. Mais je suis d'accord avec toi. Je trouve que mais j'en parlais tout à l'heure. Quand tu arrives à 40 ans, il te reste encore 40 ans 40 ans, que je mais m'écroule. Oui. Exact. Comprends? Sachant que souvent j'ai tendance à penser que c'est peut-être un peu culturel. Parce qu'en réalité, moi, les Canadiens, les Québécois que j'ai rencontrés, c'est des gens qui bossent dur, c'est des gens qui travaillent très dur. Ouais. Moi, j'étais à l'université avec un monsieur à 45 ans qui était inscrit en maîtrise. Et ça lui posait pas de problème. Il était très engagé, très actif. Vous allez voir souvent même sur les réseaux sociaux, il y a plein de mamans, plein de papas qui vont célébrer l'obtention de leur diplôme à 50 ans avec leurs enfants et qui sont très fiers de ça. Fait que je pense qu'il faudrait qu'on arrive à faire ce shift-là, qu'on arrive à évoluer, à se dire que j'arrive dans une société où il y a une certaine rigueur de travail, où il faut travailler dur pour atteindre un certain niveau, qu'on se moule dans ça. Exact. Parce que je suis d'accord avec toi. Le simple fait de partir de son pays, de tout laisser pour venir recommencer, on est déjà un héros en soi. C'est vrai. J'ai moi-même étudié avec des gens qui avaient plus de 55 ans. Imagine-toi, en filière de AEC. Et c'est ce que je dis à beaucoup de clients pour lesquels c'est un petit peu difficile l'immigration par rapport à leur profil. Je leur dis, mais vous avez 40 ans, 45 ans, est-ce que vous avez envisagé la voie des études? Ah non? Ok, qu'est-ce que je peux faire? Puis là, je pourrais te les référer, là, c'est sûr. Mais je leur dis, mais c'est pas fini. C'est pas fini. Donc, c'est vraiment une voie intéressante. Mais super. Nora, qu'est-ce que tu penses? Mais pour toi, c'est quoi la place de la famille un petit peu dans tout ce parcours? Immigration, entrepreneuriat, travail, tout ça. Oui. La famille, c'est quoi sa place? Vraiment, là, c'est mon pilier. Les gens me donnent une image souvent de carriériste, femme d'affaires, on m'appelle parfois. Voilà, je sais que j'ai cette casquette d'entrepreneur. Mais ma famille, c'est vraiment mon pilier. Je pense que si je parle de mes parents, premièrement, c'est grâce à eux que je suis ici. Parce qu'ils ont vraiment investi dans mes études, financièrement, psychologiquement, tout ce que tu veux là. Ils ont vraiment été un soutien pour moi, émotionnel, et puis au-delà de ça. Donc, ça, c'est mes parents. Après ça, même j'ai mes frères, je vis avec mes frères. Écoute, je me dis là, surtout mon plus jeune, c'est grâce à lui que je suis entrepreneur. Je vais le dire encore une fois, c'est un peu grâce à lui que je suis entrepreneur parce que je suis maman, j'ai un petit garçon. Et il est resté avec moi pendant toute la durée de la grossesse, quand j'ai eu mon petit garçon, puis s'occuper de lui après. J'ai passé, juste pour vous dire, là, j'ai passé mes examens en ayant un bébé qui avait quelques jours, tu vois. Donc, et étudier, etc. Donc, le soutien familial, pour moi, la place de la famille primordiale, même dans une carrière, parce que on n'est pas toujours vaillant, on n'est pas toujours bien portant. On a besoin de gens qui nous donnent un support et qui seront là avec nous no matter what. Ça veut dire que tu aies de l'argent, que tu n'aies pas d'argent, que tu sois en santé, pas en santé. Et puis, psychologiquement, je trouve, pour les personnes immigrantes, en tout cas les gens qui ont la chance d'avoir de la famille, c'est un peu plus facile d'avoir ce support mental, là, ce support psychologique que t'apporte ta famille. Si elle est à distance, c'est qu'il soit présent dans ta vie en tout temps. Voilà. Mais ça pourrait faire l'objet d'un épisode en entier. Les problèmes mentaux, les problèmes de santé mentale chez les immigrants, c'est vraiment une grosse manche. Et la famille joue vraiment un rôle majeur. Primordial, vraiment. Je pense qu'on va terminer dessus, Nora. Je voudrais que tu nous partages 2 personnes d'inspiration pour toi. Je ne suis pas obligé de citer leur nom. Libre à toi. Mais c'est juste que tu nous dises un petit peu qui c'est, ces personnes-là, et pourquoi est-ce qu'elles t'inspirent. Oui. Alors, il y en a une. La première, c'est une amie. Écoute, c'est lié à ma situation de maman. Je t'explique. C'est que c'est une personne avec laquelle je travaillais pendant plusieurs années à la chambre de commerce. Puis, moi, je t'avoue, j'ai pas eu peur pour l'entrepreneuriat, me lancer, etc. Mais moi, être maman, là, j'avais peur. Je me suis dit, mais comment je vais faire? Puis c'est un enfant, puis il est tout petit. Puis, écoute, je paniquais. Finalement, écoute, c'est une amie qui a travaillé, qui a 4 enfants. Et tu sais, je l'ai toujours vue, elle est immigrante, elle vient du Cameroun. Elle est immigrante et je l'ai toujours vue, tu sais, mener de front sa famille et son activité professionnelle. Et quand j'ai eu mon premier enfant et que je la voyais aller, ça m'a rassurée. Je me suis dit, mais
waouh, si elle peut faire tout ça. Puis je la voyais à la maison, là, c'est sûr qu'elle court partout, là, mais tu sais, elle gère sa maison, elle gère son emploi, puis elle était bonne maman, une bonne professionnelle. Tu sais, c'est quelqu'un qui vraiment, je trouve, gérait toutes les sphères de sa vie avec brio. Donc, moi, je me suis dit, ben, ça m'a rassurée. Je me suis dit, ben, je suis capable de le faire, tu vois. Il y a elle, mais c'est beaucoup de femmes qui m'ont inspirée, j'avoue. Pas de problème. Et puis l'autre, c'était pareil, une femme immigrante avec laquelle j'ai travaillé pendant des années, qui a un poste à responsabilité et pareil, qui est arrivée ici. Bon, mon amie a son époux, mais elle est arrivée toute seule. Elle est arrivée avec son époux, finalement. Elle a divorcé. Okay. Elle s'est retrouvée seule avec 2 enfants en bas âge. Elle est retournée sur les bancs de l'école. Wow. Après ça, elle a eu des emplois et maintenant, elle est dans un poste à très haute responsabilité dans un organisme. Wow. Elle est directrice. Donc, c'est juste de se dire, mais j'arrive ici, j'ai ma famille, finalement, un membre de ma famille n'est plus. Je continue avec mes enfants toute seule dans un pays que je ne connais pas. Et j'arrive à un poste stratégique. Elle a eu des postes vraiment d'envergure, là, et jusqu'à présent, je dis waouh, vraiment. En tout cas, c'est très inspirant de voir ce genre d'exemple-là. Et je pense que l'idée, justement, d'en parler aujourd'hui, c'est parce qu'on veut que les gens voient que c'est des choses qui sont possibles. On veut pouvoir inspirer les gens, on veut pouvoir dire aux gens que, écoutez, vous n'êtes pas seul. Il y a des gens qui sont passés par là, qui ont réussi à s'en sortir. Il faut faire preuve de courage, de rigueur. Et normalement, ben, comme on dit, si tu sèmes comme il faut et que tu mets toutes les conditions qu'il faut, c'est supposé germer. Tu récoltes, c'est sûr. Tu récoltes. Donc, je te dis merci Nora. Merci beaucoup pour cet échange qui était très, très, très enrichissant. Déjà, même pour moi-même. Oui. J'espère aussi pour tous ceux qui vont regarder l'épisode après. Je vous souhaite beaucoup de courage à tout le monde. Et n'hésitez pas à vous référer à Connexal Immigration si vous avez n'importe quel besoin en lien avec votre projet d'immigration au Canada. On reste connecté et on est sur Impact. Merci.